Donc, je m'appelle Maxime. Et je m'appelle Guillaume, voilà, pour vous dire. Donc la première question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi continuer ces études après le bac? Est-ce que vous avez une idée de pourquoi c'est intéressant de continuer ces études après le bac? Ouais, pour avoir avoir des meilleurs diplômes et après, en fonction des diplômes que tu as, avoir un travail avec un salaire un peu plus important que d'autres. Ok. Avoir plus de connaissances Ouais. et se spécialiser dans un métier. C'est une excellente réponse. Est-ce que vous avez peut-être deux idées? Nous, on a gardé trois principaux points. Donc, développer ses capacités intellectuelles, c'est un peu ce que vous êtes en train de dire. Ça veut dire, vous avez remarqué qu'à l'école, plus vous avancez dans l'école, plus on vous donne des problèmes compliqués. Donc, plus on vous apprend à résoudre des problèmes difficiles. Et la vie dans laquelle vous êtes tous les jours, il y a plein de technologies, il y a plein de choses. C'est extrêmement complexe. Donc, plus vous êtes à d'études, plus vous êtes capable de comprendre la vie et mieux gérer votre vie. C'est le premier intérêt des études. Le deuxième intérêt, c'est découvrir ce qui vous passionne. Là, vous êtes tous en première, c'est ça? Voilà. Donc certains d'entre vous ont peut-être des idées sur ce qu'ils aimeraient faire plus tard, d'autres non. L'idée de faire des études, c'est de ne pas se fermer des portes, de se dire je me laisse encore du temps pour être sûr que ce que j'aime aujourd'hui, je l'aime toujours, ou de trouver ce que j'aime. Il y a plein de choses que vous ne connaissez pas, et dans 4-5 ans, si vous continuez à faire des études, vous allez découvrir plein de choses, et du coup, quand vous ferez votre choix de qu'est-ce que vous ferez dans votre vie plus tard, vous serez beaucoup plus sûr de votre choix, et votre choix sera beaucoup plus précis. C'est hyper important. Et enfin, c'est ce que vous avez dit un peu tout à l'heure, avoir une meilleure vie. Plus vous faites d'études, plus par la suite vous serez libre dans ce que vous faites comme travail, dans votre vie en général, plus vous aurez forcément d'argent, vous serez capable de créer des projets, si vous avez une idée, vous serez capable de la mettre en œuvre, et aussi vous éviterez de faire toujours le même travail tous les jours, la routine elle sera beaucoup moins présente. Donc c'est vraiment ces trois points, vous êtes capable de mieux comprendre, vous allez découvrir plein de choses en faisant les études post-bac, et vous serez beaucoup plus libre dans votre vie après les études. Alors, on peut se demander comment réussir ces études. Là, imaginons que vous soyez un joueur de foot, vous vous donnez à fond. C'est quoi votre plus grand objectif? Le plus grand rêve d'un joueur de foot? Ballon d'or. Ouais, Ballon d'or. Ça, c'est individuel et collectif. Il y a quoi d'autre, par exemple? Ligue des champions. Ouais, Ligue des champions, Coupe du monde, tout ça. Et c'est quoi? Comment s'entourer pour bien réussir ce genre de choses? Un bon régime alimentaire, etc. Ouais, par exemple. Ouais, mais si par exemple tu te donnes à fond dans ton travail ou au régime alimentaire, mais que tu joues à Nantes, est-ce que tu peux gagner avec des champions, par exemple? Non, tu pourras pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment réussir à atteindre son rêve? Avoir un club bon. Ouais, voilà, il faut s'entourer des meilleurs vraiment, et donc pour ça, tu es obligé de rejoindre un grand club. C'est la même chose pour les études. Pour se donner quand tu veux te donner à fond et atteindre un truc incroyable, en fait, il faut s'entourer des meilleurs. Donc ça veut dire, en gros, essayer de rentrer dans les meilleures écoles. C'est vraiment le même principe. Et donc une fois que tu rentres dans les meilleures écoles, tu vas avoir pas les meilleurs coachs, mais tu auras les meilleurs profs, tu auras les meilleurs élèves autour de toi pour t'aider à avancer. Donc toutes ces choses font que ça va te faciliter la tâche pour atteindre un objectif. Et maintenant, je vais vous demander comment trouver les meilleures écoles. Est-ce que vous avez des idées de comment trouver les meilleures écoles? On regarde sur internet. Ouais, c'est la première réponse. Est-ce que vous en avez d'autres idées? Vas-y. Tu vas aller en formulaire. Ouais, c'est deux bonnes réponses. Donc c'est un peu ce qu'on a écrit ici. Effectivement, ce que vous allez dire, cherchez les classements, tapez meilleure école, meilleure université, et puis si vous avez déjà une matière que vous aimez bien, la chimie, la biologie, vous tapez meilleure université en biologie, et vous allez avoir plein de classements, et vous allez regarder, je vois que cette école elle ressort à chaque fois, donc probablement qu'elle est bien, et celle-là aussi. Donc c'est ça que vous allez faire en premier. Et une fois que vous avez trouvé des noms d'écoles qui ont l'air intéressantes, vous allez aux portes ouvertes, vous allez sur les sites web, aujourd'hui ils sont bien faits, il y a plein d'informations, et vous pouvez vraiment savoir qu'est-ce qu'on fait là-bas, qu'est-ce qu'on apprend. On a aussi candidaté aussi pour le plus haut niveau, c'est vrai que ce que disait Maxime, et je vais le répéter une deuxième fois parce que c'est important, vous êtes à Chelles, tout comme vous, nous aussi on était chellois, c'est pas pour ça que vous êtes plus bêtes que les Parisiens. Vous êtes tout autant capables de réussir dans les meilleures écoles que les Parisiens, et même vous êtes plus capables, donc ne vous limitez pas dans vos choix, ne vous dites pas je suis à Chelles, je suis pas capable. Maintenant, est-ce qu'il y en a qui ont des idées de meilleure université française, meilleure école que vous avez entendu quelque part? J'ai gagné docteur en ingénieur. Ouais, l'école de l'ingénieur. T'en as d'une? L'école polytechnique. Oui, c'est vrai. La Polytechnique et l'ENS. Est-ce que vous en avez d'autres? Vas-y. HEC Paris. Ouais, l'école de commerce. Est-ce que vous avez peut-être des universités que vous connaissez? Vous connaissez peut-être? Ouais, vas-y. Il y a les frais aussi. Les quoi? Il y a les frais. Ok, je connais bien. La Sorbonne. Voilà, la Sorbonne, c'est une université. Il y a l'ESCA. C'est aussi une école. Ok, donc là, voilà, vous avez dit beaucoup de noms d'écoles, il y a aussi, donc là, les facultés en général sont beaucoup plus grandes que les écoles. Donc là, en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché dans les classements, comme vous avez dit au début, les classements. Ça, c'est les plus grands classements internationaux. On a cherché dans ces classements internationaux qui étaient les meilleures facs françaises. Donc là, vous voyez qu'en fait, si vous prenez le temps de regarder dans les différents classements, c'est les mêmes facs qui ressortent. Vous avez toujours les PSL, Saclay, Sorbonne Université, Paris Cité. Donc vous voyez qu'en fait, c'est toujours les mêmes écoles et souvent elles sont en région parisienne. Donc ça, c'est un vrai avantage pour vous. C'est que là, même si vous êtes à Chelles, vous n'êtes pas perdu. Vous êtes vraiment à 45 minutes de Sorbonne. Ça, c'est un vrai avantage. Donc ça veut dire que
et sont pas loin de vous. Donc n'hésitez pas vraiment à postuler. Par exemple, moi j'ai étudié en master à Sorbonne, j'habitais à Chelles, puisque c'est à 45 minutes en fait, c'est 50 minutes de transport. Donc c'est vraiment faisable le matin et le soir. Donc c'est tout à fait possible. Donc là, je vous ai dit tout à l'heure, ne vous mettez pas de barrière, vous êtes de Chelles, donc tout est capable, tout est possible pour vous. On a vu les meilleures écoles françaises et on se dit mais pourquoi pas regarder les meilleures écoles au monde? Est-ce que vous connaissez des écoles dans le monde qui sont plus basiques? Oxford en Angleterre, ouais. MIT. MIT aux États-Unis, ouais. Ça en avait un derrière? Ouais, Harvard aux États-Unis. Est-ce que vous en connaissez d'autres? Ouais, vas-y. UCLA. UCLA à Los Angeles aussi aux États-Unis. Exactement. Donc nous, parfois c'est difficile de comparer des universités dans différents pays. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé les écoles qui ont le plus de prix Nobel par étudiant. Ça veut dire, dans la meilleure école, il faut 740 étudiants pour avoir un prix Nobel. C'est pas beaucoup. Et dans la 10e école, il faut environ 6000 étudiants pour avoir un prix Nobel. Donc on a regardé, comme vous avez vu, il y a beaucoup d'Américains, il y a des Anglais, comme vous avez dit, Cambridge, Harvard, le MIT. Et qu'est-ce qu'on a vu? Il y a deux écoles françaises. L'école polytechnique et l'école normale supérieure. Ça tombe bien, l'école polytechnique, c'est l'école de Maxime, l'école normale supérieure, c'est mon école. Pourquoi on vous dit ça? Pour vous dire que nous, tous les deux, on venait de Chelles, on était à Bachelard, et ça ne nous a pas empêché d'intégrer les meilleures écoles du monde. Vous voyez, Harvard, il est là. Donc dites-vous pas, vous êtes à Chelles, tout est possible pour vous, ok? Ne vous mettez jamais de bâton dans la roue, vous êtes tout à fait capable d'intégrer les meilleures écoles du monde, vous êtes tout à fait assez intelligent. Donc moi je m'appelle Guillaume, comme je vous ai dit. Là vous avez un peu mon parcours, comme je vous ai dit, j'ai fait Jules Ferry, c'est à Chelles, Berzeska, Bachelard, et après je suis parti sur Paris pour faire, on a dit Louis le Grand, LLG c'est Louis le Grand, et maintenant je suis à l'ENS, vous avez le logo de l'ENS. Et moi ce que j'étudie c'est ça. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ça? Espace, j'ai entendu, oui. Quoi d'autre? La galaxie. C'est pas une galaxie. L'univers. Un trou noir. C'est pas l'univers, non, c'est pas non plus un trou noir, c'est une étoile qui vient d'exploser. Les étoiles, quand elles sont grosses à la fin de leur vie, elles sont un peu instables et elles explosent. Et ça fait, pardon? Supernova. Exactement, c'est une supernova, c'est ça le terme qu'on utilise. Et donc, c'est hyper intéressant parce que ça a une influence énorme sur ce qui est autour. La formation des nouvelles étoiles, la formation des planètes comme la Terre, c'est vachement influencé par est-ce qu'il y a une étoile à côté qui a explosé. Donc moi, on essaie de comprendre, nous, on réfléchit, on se dit mais pourquoi ça fait ces formes un peu bizarres, pourquoi ça se passe comme ça. C'est sur ça que je réfléchis au quotidien. Et plus précisément, ce que je fais concrètement, c'est là vous avez une photo de mon laboratoire. Alors, ça ressemble quand même beaucoup à un bureau, c'est vrai, c'est un bureau. Qu'est-ce que je fais au quotidien? Moi, vous voyez ici, j'ai mon stylo et mon cahier, je fais des équations comme vous, parfois je vais sur mon PC et je fais des simulations d'explosion d'étoiles sur mon PC. Et bien sûr, avec ça, j'échange aussi avec des gens qui sont tout autour du monde et des gens qui travaillent sur les supernovas. Donc ils écrivent des articles que je lis, je discute avec eux sur Zoom, etc. pour qu'on tous ensemble on s'entraîne pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'espace. Et aussi je donne des cours à des élèves qui sont en bac plus 1, donc un tout petit peu plus vieux que vous. Alors c'est vrai que je suis souvent en labo, mais je voulais vous montrer ça. Moi je n'ai pas d'expérience dans mon labo, donc qu'est-ce que je fais? C'est les télescopes qui sont dans l'espace, qui prennent ces magnifiques photos, et nous on est là pour essayer de les comprendre. Donc là vous avez d'autres photos, c'est aussi des explosions d'étoiles, et vous voyez c'est des trucs très différents. Donc nous on essaie de comprendre pourquoi celle-là ressemble à un œil, et celle-là ressemble pas du tout. On essaie vraiment de réfléchir à essayer de comprendre toutes sortes de choses, donc on a quand même de jolies images sur lesquelles travailler. Et là c'est pour vous montrer, on passe pas toute la journée au labo, on fait aussi plein d'autres choses. Donc là, vous voyez, de temps en temps, on fait comme je suis en train de faire là, on fait des présentations aux gens. Donc ça c'est à Paris, mais aussi on va voir les télescopes. Donc ça c'est un télescope qui est en Espagne, tout au point le plus cumulant de l'Espagne, et ça fait 30 mètres de diamètre. Vous imaginez, un télescope qui fait 30 mètres, c'est un bâtiment de 10 étages, c'est juste la tête de l'antenne. Donc ça j'ai pu aller la visiter. Même chose, j'ai travaillé pour la NASA, donc j'ai pu aller aux États-Unis, visiter aussi bien sûr quand on est là-bas. Et aussi, là c'était pour vous montrer qu'il y a 2-3 semaines j'étais à Grenoble, en train d'échanger avec mes collègues, et on était en train de manger, on a pris une photo. Vous voyez tous les pays différents qu'il y a. Il y a des Brésiliens, des Libanais, des Croates, des Américains, des Chinois, donc c'est pour montrer qu'on échange avec tout le monde entier, et ils étaient tous à Grenoble. Comme quoi, voilà. Et aussi, mon travail à la NASA, ça a été filmé de temps en temps, donc il y a des vidéos sur ma chaîne YouTube si ça vous intéresse. Alors elles sont en anglais, parce que c'était pour la NASA, mais où j'explique ce que je fais comme travail. Donc moi je m'appelle Maxime. Comment faire? J'ai un parcours où j'ai commencé ma scolarité à Chelles. Et actuellement je suis à l'école polytechnique et je suis en deuxième année de doctorat. Vous allez voir après ce que c'est que le doctorat. Et là je vous ai mis une petite image de molécules parce que moi ce que je fais c'est de la chimie organique. Donc quand j'étais à haut niveau je savais pas ce que c'était que la chimie organique, c'est normal. Mais vous allez découvrir, on découvre ça au fur et à mesure des études. Et plus précisément ce dont je cherche à travailler dessus, c'est la molécule qui est en haut à droite. C'est une molécule qui a des activités contre le cancer, contre le sida et contre l'hypertension. Et mon but c'est de réussir à la former. Donc je pars de molécules très simples et je les modifie au fur et à mesure pour obtenir cette molécule qui est complexe. Donc là concrètement, moi je suis moins au bureau parce que mon but c'est de former mes données parce que j'ai pas de télescope. Lui qui fait de l'astrophysique, donc il y a des télescopes qui vont lui donner ces données, les photos que vous avez vues de l'espace. Moi en gros il faut que je prenne mes propres photos. Donc là c'est mon laboratoire, c'est un peu comme vos paillasses en TP de chimie, vous faites des TP de chimie physique. Bah ça c'est la version en gros pour adultes. Et vous avez
Donc là, des petits ballons avec des petits ballons accrochés avec des ballons. On met les réactifs dedans, des molécules, comme vous avez vu en chimie, atomes-molécules. Vous les mettez dedans, vous les mélangez et ça forme une nouvelle molécule. Et moi, j'essaie de faire ça jusqu'à obtenir un médicament qui permettra de soigner un cancer ou le sida ou ce genre de choses. Ça, c'est ce que je fais au jour le jour. À côté de ça, comme je vous dis, je suis quand même au PC parce qu'il faut essayer de comprendre ce qu'il y a dans ces ballons. Donc, on a des appareils qui nous permettent de mesurer des données. Je fais aussi de l'enseignement à côté et j'échange avec des personnes qui sont internationales, des chercheurs pour qu'ils m'aident dans mon travail de recherche pour pouvoir ensuite réussir à former un médicament. Dans mon parcours, je vous ai dit qu'à un moment, je ne sais pas si vous avez vu, mais je suis passé par Sorbonne Université, donc j'ai fait mon master à Sorbonne Université. Là, c'est une photo, on ne voit pas très bien, mais en gros, tout ça, c'est la partie scientifique de Sorbonne Université. C'est en plein cœur de Paris. Je vous ai dit, c'est à 45 minutes, c'est pas si loin que ça. Quand j'étais en master, j'ai eu la chance de faire un stage à Berkeley. Berkeley, c'est une fac qui est à côté de San Francisco aux États-Unis, et c'est la meilleure fac au monde en chimie. Donc c'était vraiment une énorme chance pour moi. Et ce qui est bien quand vous êtes dans ce genre d'expérience, c'est que vous rencontrez plein de personnes qui viennent de partout dans le monde, qui ont chacun leur propre mentalité, et ça permet de vous faire évoluer vous aussi, d'ouvrir l'esprit, ce genre de choses. Et maintenant, actuellement, donc, je suis mon projet de recherche, là je me suis mis moi dans le labo à côté de ma place, et en bas, à droite, c'est Polytechnique. Moi, c'est une vue du lac. Moi, si je travaille, j'ai des bureaux qui sont un peu par là. C'est là où je fais mes petites expériences pour essayer de former les médicaments. Donc là, je vous ai remis une petite slide sur Berkeley. Ça, c'est la fac où je suis allé. Donc là, je vous ai mis le classement, je vous ai dit que c'était une des meilleures du monde. Pourquoi? On revient à ce qu'on a dit. Si vous voulez savoir quelles sont les meilleures facs dans ce que vous aimez faire, moi, j'aimais faire de la chimie. J'ai tapé chimie meilleure fac. Donc là, je suis en chimie. Je vois le classement international. Je vois Berkeley, Californie. Et je me suis dit, s'il y en a qui sont là-dedans, pourquoi pas moi? Donc j'ai candidaté. Et j'ai cherché à Berkeley tous les différents domaines, parce que chaque professeur fait un peu sa propre chimie. Et j'ai vu que ce professeur, Richmond Sarpong, il faisait une chimie que moi je trouvais super cool. Donc je lui ai envoyé un mail, s'il y a moyen de venir dans votre fac, et il a vu mon dossier. Je n'étais pas le meilleur étudiant, mais à côté, j'avais fait du bénévolat, je faisais du sport, j'essayais d'aider les jeunes comme on fait là actuellement. Et c'est ce genre de choses qui peut mettre un CV en avant par rapport simplement à juste des bonnes notes. Donc tout ça, ça m'a permis finalement de quand même réussir à aller dans la fac. Donc là d'ailleurs, je vous ai mis une photo de la fac qui était à Berkeley, donc ça a été une expérience incroyable. Et là, on va se concentrer plus sur, maintenant qu'on vous a parlé un peu de nous, les mythes sur les études supérieures que vous pouvez avoir. Vous pouvez vous dire, les études supérieures, c'est pas fait pour moi parce que ça, parce que ci, parce que ça. Donc là, on va essayer de les prendre un par un et vous montrer que c'est faux. Donc le premier mythe que vous avez en général, la première idée reçue que vous avez, c'est les études, c'est nous. Je pense que vous avez déjà tous vu ce genre de graphique. Les graphiques qui vous montrent, vous devez choisir une des filières et puis vous avez toutes ces années à faire. Nous, on n'aime pas trop ces graphiques parce que ça paraît toujours hyper long les études. Et en plus, vous croyez que du coup, dès le bac plus 1, j'ai fait un choix et je suis contraint jusqu'au bac plus 10. Donc nous, on a fait un autre graphique qu'on peut faire un peu, parce qu'en réalité, on peut faire plein de mouvements. Et nous, nos études, on n'a jamais fait une ligne droite, on a fait plein d'allers-retours. Donc ça, c'est notre graphique à nous. Ça vous montre quoi? Tout ce que vous avez déjà fait. Vous avez tous fait de maternelle, une primaire, un collège et un lycée. Et vous avez quasiment fini, vous aurez bientôt fini le lycée, et après il vous reste licence, master et doctorat, ou une prépa, une école et un doctorat. Idée, on a mis deux couleurs. Pourquoi on a mis deux couleurs? Ici, c'est ce que vous connaissez. Vous êtes assis derrière un bureau, il y a un prof qui parle et vous écoutez. Ça, c'est ce que vous avez toujours fait, ça fait 15 ans que vous le faites. Et il y a une autre couleur, le vert. Le vert, c'est quoi? C'est des stages. C'est-à-dire vous n'êtes plus dans un bureau, vous êtes vous en train de faire vos expériences, vous en train de réfléchir, vous êtes tout seul, il n'y a personne qui essaie de vous expliquer les choses au tableau. Donc c'est beaucoup plus gratifiant et c'est beaucoup plus sympathique. Et là, c'est pour vous montrer qu'en fait, vous avez déjà fait 15 ans et il vous reste seulement 4 ans derrière, comme on a actuellement, pour après avoir le meilleur diplôme ici. Quand vous êtes à ce diplôme-là, vous êtes docteur, donc docteur en chimie organique, docteur en astrophysique, il n'y a pas plus haut, c'est pas possible, vous êtes au maximum. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, vous avez quasiment fait, vous avez déjà fait les 3 quarts. Donc ce serait dommage d'arrêter maintenant. Si vous continuez un tout petit peu plus, c'est vraiment extrêmement changeant. La vie de quelqu'un qui s'arrête là ou de celle de quelqu'un qui s'arrête là, elle n'a rien à voir. Donc c'est vraiment pour vous dire, vous avez quasiment fini le travail. Ensuite, après, le deuxième truc que je pouvez vous dire, c'est les études, c'est trop cher. Moi, je viens pas d'une famille riche, donc je peux pas les faire et tout ça. Nous, à votre avis, combien ça nous a coûté nos études pour arriver jusqu'au doctorat? Ça nous a rien coûté, 0 €. Pourquoi? Je dis mes trucs. Parce qu'en fait, l'université, c'est 1500 € par an si vous n'êtes pas boursier. Si vous êtes boursier, c'est gratuit. Les écoles d'ingénieurs, si elles sont publiques, c'est 600 € par an, et si vous êtes boursier, gratuit. Il n'y a que certaines écoles d'ingénieurs privés, qui sont d'habitude pas les meilleures, qui eux vont vous demander des milliers d'euros par an. Mais en général, pour la fac et pour les écoles d'ingénieurs, c'est gratuit. Et ce qu'on appelle une bourse, là on vous a mis une partie du tableau de bourse. Pour expliquer très simplement, si vous avez un frère, vous passez à 2 points de charge. Si vous avez 2 frères, 4 points de charge, et ça continue comme ça dans le tableau. On a mis qu'une partie. Et ça montre que si vous avez 0 frères, si vos 2 parents travaillent au SMIC, et ben ça vous permet quand même de gagner. Vous êtes considéré quand même comme boursier et vous avez 1500 € par an de bourse. Ça peut aller jusqu'à 6000 € de bourse par an. Et
on rappelle que comme vous êtes considéré comme boursier, donc si vos parents gagnent moins que le SMIC et que vous avez 0 frères et sœurs, l'université c'est gratuit et vous avez 2 repas par jour à 1 €. C'est-à-dire que le midi vous allez manger au resto, c'est 1 €. Le soir, vous mangez au resto, c'est 1 €. Et vous avez aussi plein d'autres bourses qui existent. Si vous faites un stage, moi le stage, quand je suis parti aux États-Unis, il m'a été financé par la fac qui m'a donné de l'argent en plus de ma bourse comme ça pour m'aider à payer, pour pas que j'ai à payer les frais. Et il y a plein d'autres bourses qui existent en fonction de si vous avez besoin de matériel. Le PC. Par exemple, le Mac qui est là, vu que je travaille sur un ordinateur, j'ai demandé à l'université, ils m'ont dit ok, ils m'ont acheté le Mac à 3 000 €. Ouais, donc il y a plein de choses comme ça. Vous demandez même la Navigo que je vous rembourser si vous avez besoin de vous déplacer quand je vais à Grenoble. Bien sûr que c'est eux qui payent mes billets. Donc là, nous vous a dit qu'on était à Lille, à l'ENS et moi je suis à Polytechnique. Je pouvais vous dire, ça c'est des écoles prestigieuses, donc elles par contre il faut leur payer parce que comme c'est prestigieux, il faut payer. Mais en fait non. C'est gratuit et c'est même pas gratuit, c'est ils vous payent. C'est-à-dire que si vous rentrez à l'ENS ou à Polytechnique, ils vous donnent un SMIC par mois. Vous gagnez 1 200 € pour juste continuer à étudier. Et il y a aussi des logements qui sont prévus et vous avez des bourses supplémentaires si vous avez besoin de quoi que ce soit. Parce que leur but c'est que leurs élèves, si vous réussissez à rentrer, vous n'ayez plus à vous soucier de l'argent et que vous soyez juste focus sur les études. Donc pour ça ils vous payent. Et comme on vous a dit, pour les stages vous avez des aides. Et une fois que vous arrivez à un doctorat, Polytechnique, quelle que soit l'école, vous êtes payé 2 000 € par mois pour faire votre travail. C'est-à-dire que pendant les 3 dernières années qu'on vous a mis sur le schéma, qui c'était en vert, vous êtes payé. Il faut dire que votre niveau est trop élevé pour vous faire travailler sans vous payer. Maintenant c'est 2 000 € par mois, tous les mois. Nous on touche 2 000 € par mois net. Et après vous pouvez vous dire, les boursiers, ils sont défavorisés. Quand on voit boursier sur un dossier, on se dit c'est un mec de banlieue, on s'en fout. Mais en fait non, c'est l'inverse. C'est que maintenant on leur dit que vous n'avez pas assez de boursiers, donc prenez des boursiers. Donc quand ils voient un boursier, en fait le dossier maintenant il passe au-dessus de la pile. Donc c'est là qu'on vous montre un extrait du Figaro où Polytechnique, les gens de Polytechnique expliquent qu'ils sont à la recherche de boursiers et ils cherchent à doubler leur nombre de boursiers. Actuellement, ils ont un élève sur 5 dans l'ENS ou Polytechnique qui est boursier. C'est souvent des 0 bis, des 1. Donc vraiment quand ils voient quelqu'un qui est boursier, ben, son dossier c'est un avantage. Alors ça c'est aussi un autre mythe qu'on a, mes notes ou mon orientation. Vous pouvez penser, j'ai telle note, du coup je sais forcément ce que je vais faire comme école. C'est pas du tout vrai. Même si vous êtes premier de votre lycée ou premier de votre classe, il y a plein de choses que vous ne saurez pas. Louis le Grand, l'ENS Polytechnique, c'est des écoles, vous pouvez être premier de votre classe toute votre vie, jusqu'au bac, passer le bac, et personne ne vous a jamais parlé de ça. Donc l'idée c'est vraiment ce qu'on écrit ici, être proactif. Vous êtes premier de la classe, et ben vous cherchez c'est quoi les meilleures choses, qu'est-ce que je peux faire après. Il faut vraiment de vous-même essayer de faire, personne ne va vous tenir à la main jusqu'au bout, vous commencez à être grand, il faut faire l'effort d'aller chercher. Parfois c'est dur, on ne sait pas où chercher, mais il faut vraiment essayer. Même chose, j'écris il n'est jamais trop tard pour commencer à avoir de bons résultats. Ça veut dire deux choses. Première chose, quand vous allez vous rendre compte, oh il y a cette école top, Polytechnique, j'ai vraiment envie d'y aller, l'an prochain, ah ben mince, ils veulent mes bulletins des 2 dernières années. Et l'an dernier, bah, je vous dis rien. Ah mince, donc, quand vous vous informez très tôt, vous savez très tôt, ah si je vais intégrer ça dans 2 ans, il faut que maintenant je commence à travailler. Mais, ça c'est le premier point, mais un deuxième point, dites-vous pas c'est trop tard, je vais intégrer ça l'an prochain, je ne pourrai pas parce que j'ai eu de mauvais bulletins l'an dernier. L'idée c'est de se dire, parfois comme on vous l'a dit, la route elle n'est pas toute droite. Vous commencez, vous allez dans une école qui n'est pas la meilleure, mais qui est une des meilleures, et petit à petit, vous intégrez une école de mieux en mieux. Okay, c'est ça que je veux dire, c'est pas l'école que vous faites en L1, en Bac plus 1, c'est pas la même que vous ferez forcément en Bac plus 2, en Bac plus 3, en Bac plus 4. Okay, vous pouvez gravir à l'échelle des meilleures écoles petit à petit, c'est tout à fait faisable, et c'est ce qu'a fait Maxime, et c'est en partie ce que j'ai fait aussi. Et c'est ça, ça revient un peu à ce qu'on a écrit, il vaut mieux prendre le risque d'être faible parmi les forts que de rester fort parmi les faibles. Okay, parfois, vous pouvez être impressionné, vous voyez des noms de grandes écoles et vous dites, mais Harvard, l'université Paris-Cité, c'est des Parisiens, les mecs qui ont passé leur journée à travailler, et moi, j'en suis pas capable. Non, nous on est chez Lois, on est comme vous, on était comme vous il y a 5-6 ans, et on n'était pas du tout parmi les plus nuls. Donc parfois il faut se dire, je tente, j'y vais, je ne suis pas plus bête que d'autres en fait. Vous êtes tous des parcours de vie, vous êtes tous intelligents, vous êtes tous tout à fait capables de réussir. Donc il faut vraiment pas se sous-estimer. Vous êtes tous capables de réussir dans les meilleures écoles. Et même si vous n'êtes pas le premier, c'est pas grave. Vous direz comme on dit nous, je suis à Polytechnique, je suis à l'ENS, les gens ils comprendront, ils disent, ah ok. Le gars est balèze quoi. C'est ça aussi, c'est que quand vous arrivez avec sur votre CV un titre, par exemple j'ai réussi à rentrer en licence à Sorbonne Université, même si vous n'êtes pas le premier, quelqu'un qui va venir d'une autre école à Brest ou quelque chose d'inconnu, et ben quand le recruteur va voir sur son CV Sorbonne, il va pas se demander est-ce qu'il était bon, est-ce qu'il était fort, il va juste dire ah ouais lui il a réussi à rentrer, donc si Sorbonne lui fait confiance, on lui fait confiance. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment pas hésiter à y aller. Alors là j'ai mis un troisième mythe qui est 3 bis, c'est les études sans mérite. Par contre on me dit ah comme je disais un peu avec les notes, plus on est méritant, meilleures ces études on fait. Ça c'est un diagramme qu'ils avaient mis dans Les Échos, donc c'est un journal, et qu'est-ce qu'il disait? Il disait quel avantage j'ai en fonction d'où je viens ou de qui est mon parent. Donc, par exemple, si vous avez un nom en particule, peuplé 2 nanana, vous avez 7 fois plus de chances d'intégrer une grande école que si vous n'avez pas de nom. Si vous venez d'une famille noble, vous avez 9 fois plus de chances. Si vous êtes né sur Paris, 25 fois plus de chances. Si votre père a fait une grande école, vous avez 83 fois plus de chances d'intégrer une grande école. Ok? Je
je vous dis une info, on n'a pas de nom en particules, on n'est pas issu d'une famille noble, on n'est pas né à Paris, et notre père il n'a pas fait une grande école. Et pourtant on a fait une grande école. Donc ok, bien sûr qu'ils ont un avantage les fils d'eux, mais c'est pas pour autant que vous pouvez pas y arriver. Même chose, là c'est encore pire, qu'est-ce qu'ils montrent? Si jamais votre père il a fait une école, c'est quoi l'avantage que vous avez pour intégrer cette même école? Par exemple, mon école, l'ENS Ulm, si votre père il a fait l'ENS Ulm, vous avez 300 fois plus de chances d'intégrer l'ENS Ulm que quelqu'un si votre père n'avait pas fait l'ENS Ulm. Même chose pour l'école de Maxime, si votre père a fait Polytechnique, vous avez 290 fois plus de chances d'intégrer Polytechnique. Pourtant, notre père il n'a pas fait Polytechnique, et Maxime il a intégré Polytechnique. Notre père il n'a pas fait l'ENS Ulm, il a intégré l'ENS Ulm. Donc, bien sûr que les gens riches, ils ont un avantage, mais c'est pas impossible. Vous pouvez y arriver si vous êtes motivé, vous réussirez. Donc là, c'est ce que je dis. Quand vous êtes dans les grands lycées parisiens, les lycées de riches, les lycées privés, il y a plein d'écoles qui viennent, des dizaines d'écoles qui viennent, quand vous êtes au lycée, qui vous disent ah non mais rejoignez notre école, rejoignez notre école. Ils vous donnent plein d'informations. Vous, ici, c'est moins le cas. Donc il faut vous-même que vous fassiez l'effort de vous renseigner sur c'est quoi toutes les différentes écoles. Donc ce que j'ai dit, ceux qui sont déjà informés, ils n'ont pas besoin de chercher les informations. Donc après, il y a aussi le fait que vous ne vous rendez pas forcément compte de tous les atouts que vous avez, que vous pouvez mettre en avant sur une lettre de motivation ou ce genre de choses. C'est que par exemple, si vous faites du sport, c'est un avantage. Si vous faites de la musique, si vous faites la bouffe chez vous, si vous avez plusieurs frères et sœurs dont vous vous occupez, toutes ces choses que vous pouvez mettre, c'est des choses qui, sur une lettre de motivation, vont faire passer quelqu'un qui a des moins bonnes notes devant quelqu'un qui a des meilleures notes, parce qu'on va dire, ok, lui, il travaille, mais il a d'autres choses à s'occuper en même temps, et pourtant il réussit à avoir des notes qui ne sont pas si loin que ça. Donc c'est des choses intéressantes. Et même, par exemple, des fois on ne se rend pas compte, mais par exemple, vous faites du foot, et vous devez aller à Montfermeil au lieu d'aller à Chelles, parce que c'est une meilleure équipe et vous avez réussi. Là, vous faites l'effort tous les jours de prendre le bus ou le RER. Bah, si vous écrivez ça dans votre lettre de motivation, on va se dire, ok, lui, quand il aime ce qu'il fait, eh ben, il est prêt à se donner les moyens de réussir. Et ben, ils vont se dire, donc quand il sera dans les études et qu'il aimera ce qu'il fait, eh ben, il va se donner les moyens de réussir. Donc ça, c'est le genre de choses, vous mettez ça, vous se dire, ah ouais, donc lui, c'est un candidat qui nous plaît. Donc c'est pour ça que vraiment, n'hésitez pas à tenter votre chance, parce que vous ne vous rendez pas compte de tout ce qu'il peut dans votre dossier, vous mettre au-dessus d'un mec parisien qui a rien fait de spécial de sa vie, juste pour lui, c'est le parcours normal. Un autre mythe qui peut aussi être fait, c'est que nous, on est deux hommes, on peut se dire, ouais, les sciences, c'est fait pour les hommes, et les femmes, elles vont partir en lettres. C'est pareil, c'est un mythe, c'est faux. Si on regarde les statistiques, à Polytechnique, dans l'école où je suis, il y a une personne sur 4 qui est une fille. À l'ENS, c'est une personne sur 5. Déjà, si vous allez en sciences, vous n'allez pas être toute seule. Il y a plein d'autres filles qui font ça. Et en plus, ils essaient d'augmenter leur nombre de filles. Donc, par exemple, à l'ENS, en 2023, ils ont fait passer une loi qui fait que n'importe quelle fille qui rentre à l'ENS, quelle que soit la façon dont elle rentre, la durée où elle rentre, quoi qu'elle fasse, elle va gagner 1 000 € par mois. Donc ils vont lui donner 1 000 € par mois, et en plus, évidemment, s'il y a des problèmes financiers, ils vont l'aider. Donc ça, c'est important de s'en rendre compte. Ça les intéresse d'avoir des femmes. Après, vous pouvez vous dire, oui, mais les femmes, elles viennent en sciences, mais elles font rien. Ben, en fait, on a regardé, et à peine on regarde, nous, moi je fais de la chimie, il fait de la physique. Si on regarde les derniers prix Nobel, puis la plus grande récompense qu'on peut avoir en sciences, ben, en chimie, en 2020, c'était une Française qui a obtenu son prix Nobel, et une Américaine. En 2022, encore une femme qui a obtenu le prix Nobel. Si on regarde la physique, en 2023, c'était une femme qui a fait l'ENS, donc l'école de Guillaume. Et celle qui était là en 2020, elle a fait la Sorbonne de l'école de Maxime. Ouais, C'est des écoles françaises. C'est une Française aussi, et c'est une femme, et elle a obtenu le prix Nobel. Pareil en 2020, c'était aussi une femme. Donc en fait, c'est juste qu'on n'informe pas assez les gens, mais en fait, il y a plein de femmes qui font des résultats incroyables en sciences. Donc vraiment, c'est pas parce que vous êtes une femme qui va vous dire c'est pas fait pour moi. Le cinquième mythe qu'on peut avoir, c'est qu'on peut se dire ah mais il n'y a rien que j'aime dans les études après le bac. Là je vous ai mis l'exemple de mon école, l'ENS, un exemple de département, un département de maths, d'info, de physique, de chimie, de biologie, de géosciences, d'études collectives. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'étude collective, moi non plus je ne savais pas avant de rentrer. C'est ils étudient le cerveau. Mais par les équations, ils essaient de comprendre comment le cerveau fonctionne. Environnement, économique, oui, il y a plein de domaines. Donc vous avez le temps encore, en post-bac, de comprendre qu'est-ce qui vous intéresse. Et il y a aussi des lettres, il y a l'histoire, des arts, des sciences sociales, il y a plein de choses. Pour vous dire à quel point ça peut être varié, c'est que par exemple à Polytechnique, il y a une chaire, c'est-à-dire qu'il y a un professeur qui travaille là-dessus, c'est les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'il est là et lui il réfléchit à améliorer les jeux vidéo, faire en sorte que ce soit tout ça. Donc ça veut dire qu'il y a une infinité de domaines qui existent et on ne se rend pas compte, par exemple, quand on écrit physique, lui il fait de l'astrophysique. L'astrophysique, c'est pas quelque chose qu'on fait en première année de licence, c'est quelque chose qu'on découvre au fur et à mesure. Donc là, vous arrivez, vous dites juste, ah moi, quand j'ai fait des TP de bio ou quand le prof de maths il m'a parlé des maths, bah, j'ai un peu aimé ça et tout. Donc, je vais prendre des cours de maths et après, on va vous montrer, ok, les maths, c'est un mot général. En fait, il existe plein de types de maths, il existe plein de types de physique, plein de types de chimie, plein de types de bio, plein de types de tout ça. Et après, vous allez vous spécialiser au fur et à mesure et vous allez commencer à aimer de plus en plus ce que vous faites parce qu'en fait, c'est vous qui choisissez. Alors, un peu comme le sport, si on vous dit bah, est-ce que vous voulez faire du sport, vous ne savez pas c'est quoi comme sport, vous allez dire peut-être non, peut-être oui. Et une fois qu'on vous dit ok, il existe différents sports, bah, ok, moi j'aime le hand, j'aime le basket, ou j'aime la danse, ou quoi que ce soit. Et là, quand vous faites ce que vous aimez, bah, vous vous donnez plus à fond,
vous avez des meilleurs résultats parce que vous faites quelque chose que vous aimez. Bah, c'est pareil pour les études en fait. C'est quand vous allez avancer, vous allez plus choisir vous-même ce que vous faites parce que vous aimez un peu plus ça, et à la fin vous allez avoir des meilleurs résultats et vous-même vous allez apprécier. C'est pour vous dire cette slide qu'il existe une infinité de domaines et que vraiment il ne faut pas se dire ouais moi pour l'instant j'aime pas trop ce que je fais donc dans le futur j'aimerais pas autant pas que j'aille à la fac. Vraiment c'est une très mauvaise idée parce que il y a forcément un truc dans tout ça qui va vous plaire. Et après on peut se dire aussi les diplômes ça sert à rien parce qu'en vrai moi ce que j'aime faire par exemple c'est de la mécanique auto. Moi je suis fan de F1 et de ça, j'aime la mécanique auto. Bah en gros je peux faire directement un bac pro et j'aurai mon métier. C'est vrai, mais le truc c'est que si tu aimes la mécanique auto, en fait en fonction de jusqu'à où tu vas aller dans tes études, tu auras un poste différent. Et donc là, c'est en fonction de ce que toi tu veux faire. Par exemple, quelqu'un qui fait un bac pro, bah après, il travaillera dans un garage. Quelqu'un qui fait un BTS, il sera le chef du garage. Et de la même manière, quand tu montes comme ça, vraiment quand tu fais un master, bah, tu as le diplôme, tu as équivalent ingénieur, donc une école d'ingénieur. Là, tu vas rentrer dans une boîte, comme par exemple Renault, et on va te mettre un chef de projet où tu vas faire de la mécanique, parce que c'est ce que tu aimes bien faire. Et si tu fais un doctorat, bah là, par exemple, la mécanique, c'est toi-même qui vas la développer. Donc en gros, on va te dire, tu vas prendre un sujet, comme moi, je dis, je travaillais sur essayer de trouver une façon d'obtenir un médicament, tu travailles sur comment comprendre comment les étoiles explosent, et bien toi, si tu as la mécanique, tu vas travailler sur comment développer la voiture de demain, comment faire une voiture électrique qui soit plus efficace, qui pollue moins, ce genre de choses, et ben c'est toi qui vas le faire. Donc c'est pour ça que même avec un domaine où on peut se dire, bah moi ce que j'aime, ça n'existe pas dans le supérieur, donc je vais m'arrêter là, bah non, c'est qu'en fait, dès que tu vas rentrer dans le supérieur, tu vas te rendre compte qu'il existe un chemin pour faire ce que tu aimes faire, mais où c'est toi qui dirige. Parce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu es au bac pro dans le garage, tu fais ce que ton chef te dit. S'il te dit tu répares cette voiture, tu répares cette voiture. Quand tu es en doctorat, si tu veux venir à 11h et partir à 14h, tu fais ce que tu veux. Si jamais tu veux passer toute une semaine à réfléchir sur un problème que tu entends dans la voiture, bah tu fais ça. Et ça marche pour vraiment tous les domaines que vous pouvez imaginer. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés. J'espère qu'on vous a motivé pour continuer les études, c'était vraiment ça. Et si vous avez des questions, Si vous avez des questions, parce qu'on a été un peu rapide.